peut réconcilier aussi les mœurs, les cultures et les gens. Vous le savez comme moi, c'est pas une invention de ce matin. Des conflits qui existent, parfois des conflits intercommunautaires. Et vous êtes le meilleur exemple que il n'y a pas besoin d'appartenir à une communauté. Entre individus, on arrive à s'entendre, quelles que soient nos cultures et nos origines. À Caen, finalement, des expériences, alors vous l'appellerez Escoffier, pas Escoffier, comme vous voudrez, mais des expériences similaires dans lesquelles on essaye d'associer finalement des cultures différentes pour travailler ensemble, probablement chez les jeunes, dans des endroits où ils se trouvent et dont on sait qu'il y a aussi une essence, voire une situation conflictuelle, que la cuisine peut probablement aider à réconcilier. Et comme quoi la cuisine, c'est aussi un acte pédagogique, il n'y a pas que l'école dans l'enseignement qui peut permettre ça. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous pourriez peut-être faire preuve d'une innovation un peu différente de ce qu'on voit tous les jours? C'est du boulot, j'en conviens. Mais peut-être que ça serait un bien aussi pour beaucoup de sociétés. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, pour tenter ce genre d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez tenté déjà? Est-ce que c'est un projet qui pourrait se réaliser? Voilà. Avec la CICAD, bien sûr. Évidemment. Bah, déjà, je pense que... Alors, je ne sais pas si en Suisse ça existe. En France, on a la semaine du goût, qui est un moment où on fait de la cuisine à l'école. Aussi en Suisse. Ouais. Et ça peut être dans ce cadre-là, parce que c'est quelque chose qui est déjà mis en place. Et faire un message d'amour par la cuisine et de paix par la cuisine dans le cadre de la semaine du goût, je pense que ce serait intéressant. Je vais préciser ma question, excusez-moi. Plus que ça, aller vraiment dans les zones où on sait qu'aujourd'hui s'auto-génèrent des conflits et aller au contact des gens, sans vouloir stigmatiser un quartier ou un autre, c'est d'aller dans ces quartiers, à la rencontre de ces jeunes et de leur dire « Venez avec nous, vous allez devoir vous associer comme vous le faites d'un certain prix pour cuisiner ensemble. » Peut-être que là, on résout aussi une partie des conflits. Oui, parce que c'est un des métiers qui nous réunit, quoi qu'il arrive. Je pense que pour faire des semaines gastronomiques, inviter une école hôtelière de tel pays qui seront invités dans une école hôtelière au Maroc, en Tunisie ou ailleurs, et vice-versa. Par exemple, je donne un exemple, une école hôtelière au Maroc qui sera invitée en Tunisie ou en Algérie pour échanger sur cette cuisine marocaine et vice-versa. Je crois que tout est possible du moment où il y a cet échange, il y a ce partage. Et on sait bien que le racisme souvent vient de la méconnaissance de l'autre. Donc de toute façon, à partir du moment où on se mélange et on se côtoie, ça devient très compliqué d'être raciste. Encore une question peut-être? Oui, en fait, je voulais rebondir, si je peux me permettre. Il y a un succès croissant de la cuisine, en fait. La cuisine, alors je ne sais pas si elle s'est beaucoup démocratisée ou si c'est la télévision et les shows de télévision qui ont permis de le faire, mais on peut maintenant imaginer la cuisine comme justement un vecteur pédagogique privilégié. Ça n'était pas le cas il y a 20 ans en arrière. Donc vous le constatez, est-ce que vous faites face à des demandes de ce type-là? Oui, là on voit, je vous donne un exemple. En ce moment, on voit beaucoup d'événements autour de la diplomatie culinaire. On a des diplomates même culinaires. Exactement. Le fait pour le Maroc. Ouais. On a l'ancien chef de l'Élysée, Guillaume Gomez, qui représente la culture gastronomique française à l'étranger. Il est tout le temps en voyage, il fait partie du gouvernement pour faire miroiter la culture gastronomique française. Oui, il y a quelque chose aujourd'hui qui se passe un peu de cet ordre-là. Oui, tout à fait. Donc, parce que à travers ces événements de la diplomatie culinaire, l'ambassade de tel pays qui organise un événement autour de la diplomatie culinaire, c'est de faire savoir, de raconter son histoire à travers la gastronomie. Et c'est là où je pense il y aura des échanges, il y aura des messages, il y aura des accords qui se font naturellement. Si on revient, je pense, si on revient en 1919, c'est le traité de Versailles. Ça a été quand même c'était quelque chose qui a été fait autour d'un repas. On a quand même, où il y avait beaucoup de conflits qui ont été traités, qui ont été avancés en Europe. Mais je suis d'accord avec vous aujourd'hui. Il faut plusieurs événements dans ce thème, dans ces thématiques de la diplomatie culinaire ou les rencontres de la diplomatie culinaire dans lesquelles certains responsables puissent échanger, réunir, découvrir la culture de chaque pays et aussi
Je pense que profiter de ce temps pour aussi aborder certains sujets, des fois qu'on n'ose pas les aborder autrement, mais autour d'une table on peut tout dire, des fois on peut tout, parce que c'est un moment agréable, c'est un moment où on n'a que aimer les gens. Voilà, donc je pense que c'est important aujourd'hui de continuer à développer ces événements à travers la diplomatie culinaire. Il n'y a pas de boycott en cuisine. Même si on est contre les idées politiques d'un pays, on n'entendra jamais dire « Ah non, moi je vais pas dans un resto israélien parce que je suis contre la politique ». Enfin, on a l'impression qu'en cuisine, de toute façon, ça C'est rassemble. vrai ça, vraiment? Bah, Jamais on vous dira je veux pas aller dans un restaurant israélien parce que je boycotte Israël. Je vais pas manger de falafel parce que je boycotte Israël, je l'ai jamais entendu. Ça dépend de l'origine du falafel, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est plus rare quand même. Nous, en tant que professionnels, franchement, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça en tant que professionnel, peut-être. On va manger syrien, on va manger iranien, enfin, on a beau être contre ce qui se passe en Iran, on voit bien tout le monde va dans un resto iranien manger sans se poser de questions. Enfin, en cuisine, c'est vrai que ça ouvre quand même des portes. Mais c'est ce qu'on a envie de retenir, quelque part, comme on disait, le succès de la cuisine devrait être déployé ailleurs et devrait être utilisé à des fins pédagogiques, vertueuses, Alors, porteuses ça de se fait un messages de peu, paix. il y a des voyages organisés, là au Maroc où on a fait venir, où tu as fait venir des chefs israéliens, des chefs français. Je sais qu'il y a tous les ans en Israël aussi un festival franco-israélien gastronomique où c'est des chefs israéliens et français qui cuisinent ensemble. Il se passe quand même des choses, hein. Il ne se passe pas rien autour de la gastronomie. Non, mais là, je crois que l'idée, c'était de le vulgariser, de le démocratiser, pas au sein d'une élite de chefs, quelque part comme vous, au sein de gens qui sont ici, qui pourraient cuisiner ensemble, qui sont peut-être pas d'accord politiquement, mais qui, à travers la cuisine, pourraient se retrouver. Parce que tout ce qu'on a entendu est quand même très consensuel, très porteur de messages de paix, pacificateur. J'ai quelqu'un qui m'a dit hier, mais cette table ronde aurait dû être organisée autour de la cuisine juive ashkénaze et séfarade. Ça aurait été beaucoup plus Là, retenant. il y a un vrai débat, là. Je pense que il y a un événement qui se passe une fois par an. Il s'appelle les chefs des chefs. En fait, c'est les chefs des chefs d'État qui se réunissent tous. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable, à qui j'ai participé. Et vraiment, ça aussi, c'est des choses qui permettent de créer encore le lien plus positif au lieu de rester dans le négatif. Mais je pense que nous, de toute façon, je le répète encore une fois, on ne peut pas faire la cuisine si on n'aime pas les gens. Donc, on ne sait pas faire plus que ça. Donc l'année prochaine, il faut organiser uniquement des ateliers culinaires. On va commencer tout de suite. Vous êtes disponible l'année prochaine? Ouais. C'est parti. Est-ce qu'il y aurait encore d'autres questions? Madame? Peut-être que je sors un petit peu de ce sujet, mais est-ce qu'en tant que chef dans la cuisine, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi, par exemple, on trouve dans les magasins des plats déjà pré-préparés, falafel déjà qui dure 3 mois, ou par exemple couscous 6 mois? Est-ce que vous avez la voix pour dire pourquoi? Est-ce que ça vous inquiète un petit peu que dans la nourriture, c'est déjà avec des OGM, tout cette politique? Je ne sais pas si ça vient avec le sujet, mais vous pouvez dire un mot à ce... Si je résume votre question, c'est de comprendre pourquoi on trouve de la cuisine juive et de la cuisine arabe en plaques pré-cuisinées, qui sont évidemment remplies de conservateurs. Et la vie, alors on sort un peu de la question, mais qui nous préoccupe, mais si ça vous dérange pas de répondre, avec plaisir. Si on peut aller au marché, acheter ses fruits, ses légumes, aller prendre de la viande et du poisson et cuisiner tout maison, ça revient beaucoup moins cher, déjà, en vrai. Parce que souvent, on a l'impression que ça coûte cher, mais non, quand on fait maison, c'est moins cher. C'est souvent une question de temps, hein, j'imagine. Mais avec le batch cooking, on voit bien qu'en 2 heures un dimanche, on peut préparer à manger pour toute la semaine. Clairement, c'est pas un vrai problème. Ouais. Je pense aussi, vous avez tout à fait raison, vous avez parlé d'un sujet qui est important.
Je pense aussi que c'est une responsabilité. Moi, un chef doit donner des conseils, doit être éco-responsable. Et un consommateur doit être aussi éco-responsable. Donc ce que je demande, c'est que vraiment, on a perdu ce sens de manger produits frais de saison. Aujourd'hui, on mange la viande 4 fois par jour, au petit-déj, au déj, au goûter. On trouve de la charcuterie au petit-déj, on trouve, prenez une spaghetti bolognaise au déjeuner, le soir, on prenait une soupe avec de la viande hachée. Donc, je pense que le message est très clair. Je préfère manger moins de viande, plus de légumes, en respectant la planète, en respectant l'écosystème, que de vouloir satisfaire son ego et détruire la planète. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, tellement il y a une surconsommation, il y a une demande importante de la clientèle qui veulent manger 3 fois la viande par jour. Ça nous amène à cette situation où on trouve des boîtes de conserve avec OGM, pesticides, tout ce qui peut tuer notre santé, qui peut aussi avoir un impact sur la santé de nos enfants. Et voilà, donc je pense que la réponse, il faut juste être éco-responsable. Et je pense qu'on peut réduire un peu, cette consommation qui n'est pas responsable et qui n'est pas correcte. Et on a le droit de garder un petit paquet de biscuits de temps en temps, hein, c'est pas non plus. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut quand même garder le plaisir, mais essayer au maximum dans son quotidien de faire attention. Est-ce qu'on a encore une question? Merci pour vos interventions, c'est très intéressant. J'ai une question concernant le couscous. Je sais qu'en Tunisie, le couscous est rouge, voilà, basé sur la viande, avec de la viande. Et du coup, au Maroc, je crois, ils font du couscous jaune. Et je voulais savoir l'origine de la couleur jaune dans le couscous marocain. Alors, c'est la Tunisie ou le Maroc qui répondent en premier? En Tunisie, il y a le rouge et le jaune, alors... Au Maroc, le jaune, parce que les deux épices qu'on met dedans, c'est le safran ou le curcuma. Exactement. Et comme le bouillon est safrané, il y a du curcuma et du safran dedans. Lorsqu'on arrose la semoule, il devient. Ou sinon, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'il y a une technique pour donner plus de goût à la semoule. Au lieu de l'arroser avec de l'eau, il l'arrose avec le jus de cuisson, qui est jaune, et qui prend la couleur de... Et comme ça permet un petit peu, mais il faut que ça soit froid. Vous faites un bouillon safrané, vous le laissez refroidir, et ça vous permet un petit peu d'arroser votre semoule pour la refroidir et la fouler. Et donc voilà, parce qu'un couscous, un bon couscous, ça se travaille. Alors Chloé, qu'est-ce que vous voulez expliciter un petit peu en Tunisie? Donc on a du rouge et du jaune. Ouais, la carte des restaurants en Tunisie, il y a couscous rouge, couscous jaune, enfin vraiment c'est... Et le couscous rouge, il y a quoi dedans? En général, c'est du paprika. En fait, le jaune, c'est souvent le curcuma et le rouge, les paprikas. Après, il y a le safran plus au Maroc. Et c'est vrai que c'est souvent les deux épices qui colorent. On a répondu à votre question? Ce sera peut-être la dernière question, puis ensuite quelques mots pour conclure. Non? Alors bon, moi j'aimerais conclure avec un message de paix, évidemment. On ne peut qu'aimer... Quand on fait de la cuisine, on ne peut qu'aimer. C'est ce que Larsen me disait la première fois qu'on s'est parlé ensemble. Chloé me disait que la cuisine ne connaissait pas de frontières. Alors en effet, j'ai le sentiment, en tout cas après une heure de discussion, que la cuisine est pacificatrice, porteuse de très beaux messages. Et que peut-être ce qu'on peut retenir, c'est de quels ingrédients on pourrait saupoudrer, et quelles recettes on pourrait appliquer dans d'autres domaines, notamment dans la pédagogie, à travers problématiques qui intéressent aujourd'hui particulièrement la CICAD. Et puis je tenais à vous remercier pour nos échanges. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Larsen Hafid, merci Chloé Sada.